Bonjour et bienvenue dans cette édition 2017 en français dans le texte des 24 heures du PASS, connu aussi comme les 24 HOP. Nous allons avoir le plaisir maintenant d'avoir une session SQLDB versus DocumentDB entre mythe et réalité qui va nous être tout à fait décortiquée par Olivier et Charlie. Avant de commencer ça, un petit rappel et un remerciement à la communauté sans laquelle cet événement n'existerait pas. Donc, on a évidemment le Virtual Chapter dans lequel on trouve les communautés Montréal, dont notamment les user groups data. Même chose pour le GUS qui rayonne depuis Paris sur la francophonie européenne, on va le dire ainsi. C'est très hégémonique, mais ça fera plaisir. Pour le monde data, évidemment, toujours, et avec le PASS, qui est notre organisation mondiale. Alors, petite introduction technique. Ah, je vois qu'il y a déjà des soucis. Ah, ok. Petite introduction technique. Si vous avez un souci, vous avez une partie questions dans le petit panneau, le petit module du GoToWebinar. Vous pouvez l'utiliser pour poser des questions intelligentes au présentateur et des questions stupides au modérateur, à savoir j'ai pas de son, ça marche pas, ça lag, etc. Et on essaiera de vous aider dans la mesure du possible. En fin de session, nos présentateurs prendront un petit peu de temps pour vous répondre. Très important également, faites vivre cet événement sur les réseaux sociaux, à savoir sur Twitter en utilisant le hashtag 24HopFrench et en interpellant le PASS, le GUS, la communauté de Montréal et faites part de vos impressions et surtout de votre enthousiasme. Voilà, je pense que tout est à peu près dit. Bouclez vos ceintures et je veux vous laisser dans les mains très capables de nos présentateurs. Alors, qui de vous deux commence? Qui doit avoir l'écran partagé? Ça va être moi. Allez, c'est parti alors. Voilà. Hop. Alors, tac. N'oublie pas de partager ton écran. Ah, bah, je suis. Ça arrive, ça arrive. Je suis sur du 56K, c'est pour ça, ça marche pas très bien. Bonjour à tous et merci d'être là au lieu de travailler ou en travaillant, au choix. Donc, comme vous l'a annoncé Isabelle, on va vous parler un petit peu de DocumentDB, du coup, de Cosmos DB, si vous avez suivi un peu l'actualité, et de sa comparaison avec Azure SQLDB. Donc, c'est une session que je vais présenter avec Olivier. Olivier et moi, on est dans une structure qui s'appelle Scope IT, qui fait de l'informatique sur les data, Microsoft ou pas. Et donc, moi, je suis MVP SQL, enfin plus SQL Server, MVP Data depuis quelques temps maintenant. J'ai un blog, tout ça, vous avez les infos ici. Olivier, est-ce que tu veux te présenter ? Bon, ouais, donc Olivier Marguillard. Alors moi je suis pas MVP, j'ai pas encore cette chance. Voilà, mais je fais donc pas mal de dev depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et voilà, je fais partie de Scope IT depuis un mois. Et voilà, me concernant. Très bien, voilà pour la petite partie présentation. Alors vous avez la chance de nous voir. En fait, on est ensemble, là, il est juste à côté de moi, mais c'est le plus simple pour les micros de se partager comme ça. Donc, comment on va vous présenter ça? On va faire une première intro qui présente des caractéristiques de SQLDB et de CosmosDB / DocumentDB en expliquant justement les différences, enfin la différence entre CosmosDB et DocumentDB et en essayant de comprendre pourquoi est-ce que dans le marketing Microsoft, on a une comparaison qui est faite assez directe entre les moteurs de base de données relationnelles et les moteurs de base de données NoSQL. Donc on a un petit peu de slides sur ce sujet-là. Donc la première partie, ça va être assez une présentation classique à base de slides. Et Olivier prendra la main ensuite pour vous montrer ce qui a été fait en termes de tests de performance, sachant qu'on a fait deux types de tests de performance, des tests sur un workload OLTP, donc de la transaction, écriture, et des tests sur la partie OLAP, donc des requêtes avec pas mal de jointures et des agrégations. Et enfin, on va conclure en donnant notre sentiment sur est-ce que finalement on peut abandonner SQLDB, les bases de données relationnelles,
au profit des bases de données NoSQL de Microsoft. Et voilà. Donc pour reprendre ces points d'Azure, je vais commencer par parler moi d'Azure SQLDB. Si vous voulez, moi je suis sur la data Microsoft depuis quelques années et particulièrement sur SQL Server. Donc autant dire que je ne suis pas convaincu de base par les bases de données NoSQL. Je ne suis pas développeur dans l'âme, normalement je fais de la BI. Donc la partie charmante qui est de pouvoir persister un objet sans avoir besoin de définir sa structure, ça ne me touche pas directement. Donc il y a un certain nombre de points très factuels qui nous permettent de savoir ce que font l'un et l'autre système, et donc on va en parler tout de suite. Donc base de données relationnelle pour Azure SQLDB. Pour toi Olivier, c'est quoi le... Alors, bonne question. Non, l'approche globale, c'est du NoSQL, ça c'est clair, donc c'est du non relationnel. Une approche orientée très document. En fait, il faut savoir que Cosmos DB est finalement un grand conteneur assez global dans lequel on peut attaquer finalement ces datas, les stocker sous différentes formes, que ce soit sous forme de graphes, de tables ou de documents. Voilà, il y a un ensemble d'API qu'on déclinera, qu'on décrira tout à l'heure. Mais voilà, la base, c'est que c'est du NoSQL et voilà, as a service complètement full managé. Alors, différence importante qui commence, tu dis full managé. En effet, nous, on a des fonctionnalités qui sont assez similaires à SQL Server. Et du coup, on se retrouve, quand on provisionne une base de données Azure SQLDB, à avoir besoin d'un serveur. Ça, c'est quelque chose qui va être assez différent déjà de ce qu'on trouve dans DocumentDB, où on va provisionner un service, mais on n'aura pas une notion de machine. Donc, différence qui peut avoir son importance. On a la possibilité dans SQLDB de faire de la géoréplication, donc de pouvoir avoir plusieurs nœuds, dont certains en lecture, à disposition. Alors ça, c'est le cas vraiment idéal pour Cosmos DB qui a été vraiment pensé by design, on va dire, géo-redondant, et il fait en sorte que la data soit au plus proche de l'utilisateur. Donc on peut très facilement aller répliquer nos datas de manière automatique et quasi instantanée dans tous les data centers Microsoft. Alors là, on se dit, si quelqu'un de Microsoft nous regarde, à première vue, il cherche un poste. Moi, j'y suis pour rien. Je le connais depuis peu de temps, finalement. Eh ben, du coup, comment tu réponds à restaurer une base de données à un instant T Alors ouais, le point in time restore dans SQL Azure est assez simple à mettre en place, on va dire. Dans Cosmos DB, c'est un petit peu différent. Il y a des backups automatiques qui sont faits toutes les 4 heures, en fait. Seulement, pour les restaurer, ça nécessite d'appeler le support de Microsoft. C'est pas sérieux. Forcément, voilà. Il y a les 2 derniers backups sont conservés, donc on a finalement faut les contacter dans les 8 heures, on va dire, sinon ça commence à craindre. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des backups custom qui sont possibles avec un outil qui s'appelle Data Migration Tool, qui doit être disponible pour d'autres services d'ailleurs, mais en tout cas qui existe pour Cosmos DB. Voilà, qui fonctionne en user interface ou en command line interface d'ailleurs. Voilà ce qu'on peut en dire, quoi. Mais c'est pas, c'est pas idéal pour ça. C'est pas aussi simple, on va dire, que dans SQL Azure. Et là, on retrouve un des points essentiels de l'architecture. On en a un qui est basé sur les fichiers de log et donc du coup, on peut revenir à 1 heure près, 10 minutes, 5 minutes en cas d'anomalie. Et l'autre, on se met en place des backups à la main et si on ne le fait pas, bon courage pour restaurer les datas. Mais bon, tout ce qu'on va dire, c'est à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est des domaines qui évoluent très vite. Donc la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément la vérité de demain. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une matrice avec des croix, parce qu'elle sera certainement plus valable d'ici quelques jours, semaines, mois. Donc là, on est sur quelque chose d'assez valable qu'aujourd'hui. Donc on a la possibilité dans SQLDB d'implémenter du scale-out avec le sharding, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à SQL Server de stocker certaines données sur un nœud et d'autres sur un autre nœud pour essayer de faire du scale-out. Là-dessus, je ne me challengerai pas de DocumentDB, je t'évite de répondre. Je pense que, merci. Par nature, la répartition en scale-out est beaucoup plus dans le cœur de DocumentDB. Et dans les 2 cas, on a un SLA de 99,99. Donc, on a une disponibilité garantie par Microsoft qui est la même. Là-dessus, on ne peut pas non plus se mettre se tacler.
On a la partie ensuite plus sécurité, la partie always encrypted et transparent data encryption. Toi, tu as quelque chose là-dessus? Ouais, ça c'est possible. Donc c'est pas ultra documenté, mais il y a en effet du cryptage point à point de la donnée. Ouais. Donc ça c'est déjà dedans. Ouais. Il y a la partie point à point. En effet, il y a toutes les données qui sont stockées dans Cosmos DB. Du coup, elles sont de toute façon stockées, encryptées chez Microsoft. Yes. Donc sur cette partie-là, on est assez similaire aussi. On a une authentification Azure Active Directory ou SQL dans SQLDB. Toi, tu as quoi comme type d'authentification? Alors on peut aussi mettre en place ce type d'authent, puisque de toute façon tout repose derrière sur les role-based d'Azure, donc on peut très bien mettre ça en place. Le seul point que j'ai vu, c'est que c'est un peu moins évident, je trouve, à mettre en place que sous SQL Azure. Bon, c'est un peu plus complexe, on va dire. Mais le principe est le même, donc on peut faire la même chose. Donc tu veux dire que finalement, nous, avec un outil qui a une maturité de quelques années maintenant quand même, on a tout le vécu de l'outil qui nous aide quand même pas mal côté... Ouais, c'est là où on voit la différence, c'est que Cosmos DB est quand même assez récent, même si c'est un service qui est quand même assez core d'Azure maintenant. On voit qu'il y a quand même encore du travail sur le tooling et sur pas mal de choses. Ouais. Alors, on termine sur cette partie Azure SQL avec le Dynamic Data Masking, sécurité, Row Level Security, quelque chose? Alors sur le Row Level Security, nous, il faut savoir qu'on travaille, alors surtout sur la partie documents, là on va se concentrer sur la partie documents, mais on travaille avec des documents qui par nature du coup peuvent avoir une sécurité sur chacun des documents qui sont dans la base. Donc on ne pourra pas avoir par contre une sécurité sur les colonnes qui sont visibles par exemple. Sur chacun des documents, c'est soit le document est visible, soit il ne l'est pas, mais en tout cas, on peut avoir ce genre de row level security, mais document level security, quoi. Voilà. Ok, donc si jamais mon service marketing me demande une extraction uniquement des noms, prénoms, avoir accès uniquement à ces informations-là, tu peux pas lui dire tu accèdes uniquement à ces informations dans les documents. Exactement, ce sera à coder, quoi. Ok. Donc plus un outil de dev en fait. Hein. Exactement. Et donc la partie audit, quelque chose sur l'audit côté document DB? Alors tout est logué et normalement accessible. Après ça dépend ce qu'on entend vraiment par jusqu'où on veut aller. Je pense que tu as moins de rapports aussi fournis que tu pourrais l'avoir dans SQL Azure via toutes les features d'audit. Mais en tout cas, ouais, il t'assure en tout cas qu'il te conserve un historique suffisamment long. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en termes de performance notamment, si Azure ne respecte pas, par exemple, ses engagements en termes de SLA et de temps de réponse attendu du service, il y a une API qui te permet en fait de récupérer ce genre d'informations et tu peux tenir comme responsable Microsoft, ils peuvent finalement te rembourser un petit peu d'argent car ils n'auront pas tenu leurs engagements. Ils sont assez transparents sur le sujet. Voilà. Ok. Donc en reprenant rapidement, tu veux présenter ou... Sur Cosmos DB, tu veux dire plus en détail, je veux bien présenter, ouais, pas de souci. Donc alors évidemment là on est dans des choses très générales, mais une faible latence garantie, c'est vraiment l'idée, c'est que les données soient déjà au plus proche de l'utilisateur. Donc ça rejoint le point d'après, le côté mondialement distribué, mais du coup on assure une latence minimale est garantie, donc ça c'est intéressant. C'est ce que je disais juste à l'instant, c'est qu'il y a une API qui permet de récupérer ces latences-là et de nous dire, de nous renseigner sur, tiens, est-ce que les engagements ont été remplis ou pas, ont été respectés. Ça c'est intéressant. La donnée sera toujours donc au plus proche de l'utilisateur partout dans le monde, en théorie, en fonction des zones qu'on active. Ça c'est quelque chose de plutôt sympa. Charlie en parlait tout à l'heure, mais la mise à l'échelle élastique, en effet, ça fait partie de l'ADN même de Cosmos DB, à savoir que plus on demande de ressources, plus on va en avoir. Tout ça est en effet paramétrable, à la fois sur la quantité de stockage qu'on va pouvoir avoir et sur le débit qu'on peut en demander. Voilà, il y a ce qu'on appelle les niveaux de cohérence. Alors les niveaux de cohérence, ça c'est propre à tous les systèmes qui sont distribués dans plusieurs instances. En fait, l'idée c'est de pouvoir soit assurer
on aura toujours l'élément qu'on a écrit, qui vient d'être écrit dans sa dernière version, peu importe où est la donnée. Ça, c'est la cohérence qu'on appelle forte. Voilà, c'est très utile évidemment pour des systèmes de facturation ou ce genre de choses. Et on a le niveau le plus faible, qui est la cohérence éventuelle, qui elle par contre nous donne aucune garantie de lire la dernière version d'un élément, ce qui fait qu'on lit un élément à un instant T, peut-être qu'il a été modifié juste avant, mais c'est peut-être pas encore répliqué à l'endroit où on est. Donc c'est la cohérence éventuelle. Chacun de ces modes a des avantages et des inconvénients. Évidemment, la cohérence forte, on a quelques inconvénients qui est d'avoir moins de vitesse et du coup une latence un petit peu plus importante. La cohérence éventuelle, par contre, c'est l'inverse. Ça va bombarder. L'idée, c'est de pouvoir envoyer le maximum de données très rapidement possible avec le moins de latence. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Du coup, ça me rappelle quelque chose qu'on trouve régulièrement sur les forums sur SQL Server, c'est je comprends pas, je perds du temps à écrire dans les fichiers de log, comment je fais pour désactiver l'écriture dans les fichiers de log, parce que finalement, c'est pas si important pour moi d'être certain que les données seront là quand je vais les lire, parce que de toute façon, je mets des no-log à chaque fois que je fais des selects ou quoi que ce soit. Là, finalement, ces niveaux de cohérence, c'est ce qui vont nous permettre de se dire, bon, ben, voilà, tu vas pouvoir lire, même si j'ai pas fini de commit toutes mes transactions. Exactement, c'est vraiment l'idée. Là, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft est, alors je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas c'est le système qui est dans les premiers à fournir ces différents niveaux de cohérence paramétrables. D'autres systèmes type Amazon par exemple ont fait le choix, notamment sur S3 il me semble, de fournir une cohérence éventuelle by design. Voilà, c'est ce qui permet au service d'être hyper réactif. Mais on n'a pas forcément la main là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on n'a pas que ce choix très binaire de cohérence forte ou cohérence éventuelle. Ils ont rajouté des niveaux intermédiaires qui seront finalement les plus utilisés. Donc il y a l'obsolescence limitée, le préfixe cohérent et la session. Alors là, je vous invite vraiment à aller regarder la doc parce que pour vraiment comprendre la finalité et la finesse de chacun, c'est assez complexe, mais néanmoins très bien expliqué dans la documentation. Voilà, mais en tout cas, c'est d'ailleurs ces trois niveaux-là qui sont les plus utilisés. La cohérence forte et la cohérence éventuelle sont plus limitées. C'est à peu près 10%, je crois, de l'usage qui en effet est sur ces deux niveaux de cohérence-là. Donc c'est assez faible. Voilà. Après, on peut parler du SLA, en effet, de 99,99%, comme pour SQL Azure. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Alors la suite, donc on a une gestion de documents, comme je le disais avant, c'est orienté massivement documents, mais pas que. Il y a un support du SQL, donc c'est un SQL partiel pour le moment, qui permet de faire pas mal de choses. Déjà, on a quelques limitations, type des group by, ça je vous en parlerai plus après, mais l'idée c'est de pouvoir supporter quand même un SQL assez basique, et déjà qui permet de faire pas mal de choses. Évidemment, là, Charlie pourra nous tacler tout à l'heure sur ce que lui saurait faire dans SQL Azure versus ce que nous, on devra développer autour de DocumentDB / Cosmos DB pour avoir le même résultat. Voilà. On a une notion intéressante aussi, c'est les procédures stockées, les triggers, donc les événements qui peuvent être déclenchés, et les UDF, donc User Defined Functions. En fait, bon, les store procédures, comme son nom l'indique, c'est comme avant. Hein. Là, tu peux nous dire que tu as la même chose dans SQL Azure. C'est des procédures stockées. Tu peux écrire des procédures stockées en SQL, c'est ça que tu dis? Alors, tu peux pas les écrire en SQL, joli, merci. Tu peux les écrire en JavaScript, en ECMAScript 2015, il me semble. Voilà, donc tu peux réaliser tous les traitements que tu veux sur tes datas, ce qui est assez intéressant. Tu as donc les database triggers, là tu peux faire du post-processing, par exemple de lignes qui ont été, enfin de documents qui ont été ajoutés dans ta base, ou du pré-processing. Et puis d'ailleurs, les DBA qui sont peut-être présents dans la session te diront ah bah oui, les triggers justement, c'est ce qui me manquait, c'est le premier truc que je voulais voir implémenté, on aime tellement ça dans les bases de données que... Oui, probablement, ouais. Bref, en tout cas, on peut le faire et c'est plutôt cool et c'est assez accessible du fait que ce soit du coup en JavaScript, on peut faire pas mal de choses assez facilement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les UDF, les User Defined Functions. Donc là, c'est comme des fonctions finalement, fonctions classiques, scalaires, voilà, des fonctions scalaires qu'on pouvait faire traditionnellement et pareil, écrites en
en JS. Multi-document transactions, donc ça permet de faire des transactions qui vont être commit finalement sur l'arrivée, enfin l'écriture ou la modification de plusieurs documents à la fois. C'est intéressant sur si on a de la relation entre des documents par exemple, alors ce serait très con, mais c'est possible. On peut le faire, en tout cas, on peut mettre tout ça dans une transaction et faire en sorte que ce soit validé à un seul moment. Ça, c'est un élément intéressant parce que souvent on reproche au système NoSQL de ne pas être transactionnel et du coup de ne pas être acide. Quand on va créer une transaction dans Cosmos DB, aujourd'hui, ils vont nous assurer l'acidité sur cette transaction. Et donc c'est un bon point pour ce moteur-là qui finalement nous donne un bon avantage comparé à certains NoSQL sur lesquels on n'est jamais sûr d'avoir les données cohérentes. Yes. Alors on passe à l'auto-indexation maintenant. Alors là c'est la promesse, c'est que chaque nouveau document qui va être inséré, c'est pour ça que je parle de promesse, mais chaque nouveau document qui va être inséré va être automatiquement indexé et qu'il y aura un mécanisme intelligent qui, en fonction des queries qu'on va faire dessus, va optimiser les index qui ont été placés. Voilà, alors ça, Charlie, si tu peux peut-être nous faire le comparo avec SQL Azure, je sais pas trop ce qu'il y a dessus, je crois qu'il existe des choses, mais je te laisse en parler. Oui, il y a une option depuis pas si longtemps que ça maintenant qui permet d'en effet créer automatiquement des index sur SQLDB dans Azure. Voilà, je pense que c'est comme tout ce qui est automatique, c'est compliqué vraiment de juger, alors que les index, on sait que c'est ce qui fait une grosse partie du métier de DBA aussi en termes de connaissances, d'optimisation. Faut voir l'usage. Je ne sais pas si une session se proposera bientôt, Mathias, pour être un sujet qu'on fasse un jour, voir si l'auto-indexation c'est une vraie solution ou pas. En tout cas, il y a l'équivalent aujourd'hui qui existe dans Azure SQLDB. Après, pour le reste, on en a déjà un peu parlé. Pour le reste, on en a un peu parlé, ouais, tout à fait. On peut passer à la suite. Si vous êtes tous à moitié endormis, là, je suis sûr, derrière vos écrans. Trop de slides. C'est ça. Ah, hop. Donc, vas-y, fais-nous une dernière slide, et après on arrête, hein, ça suffit. Yes, alors bon, là c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, mais Azure Cosmos DB, on va dire, c'est une couche assez globale au-dessus des datas. En fait, on a des datas qui sont stockées dans des conteneurs de données dans plusieurs modes de représentation. On a le key value, donc l'équivalent d'un table storage finalement. On a alors les column family, ouais, donc qui vont nous permettre d'avoir les documents avec plusieurs, les items avec plus ou moins de colonnes en fonction de ce qu'on veut faire dedans. Les documents, donc ça j'en parlais évidemment, c'est là-dessus sur lequel on s'est concentré, et une partie graph. Alors tout ça est disponible au travers d'API type l'API DocumentDB qui a été renommé API SQL, on va dire. Voilà, on peut attaquer tout ça en JavaScript aussi via l'API REST. Il y a du MongoDB, donc assez similaire finalement, donc stockage de documents. Voilà, il y a quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, c'est Gremlin qui permet justement d'avoir le mode graph à disposition. Voilà, donc sur cette slide, on récapitule un petit peu là, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, Global Distribution, donc voilà, quelque chose de mondialement répliqué, qui se scale, qui est à faible latence, etc., avec différents modes de cohérence, et avec des SLA compréhensibles assez facilement, basés sur plusieurs paramètres, sur 2 paramètres, le débit et la quantité de données qu'on peut stocker dedans, et avec ce que je disais, donc le côté compréhensif, c'est surtout le fait qu'on puisse le contrôler réellement et pouvoir dire à Microsoft, bah voilà, ça c'est pas vraiment ce qui s'est passé, etc., quoi. Voilà ce qu'on peut en dire. C'est plutôt novateur, ça, cette partie-là, cette API. Je rajouterai juste les 3 petits points, plus de choses à venir. En fait, on se rend compte que Cosmos DB, ça va être notre moteur d'exécution, quelque chose, un moteur de calcul, de base de stockage de données, qui va être attaqué par plusieurs API qui sont définis à la création de l'objet Azure Cosmos DB dans Azure. Donc on va choisir, nous on a choisi au moment de l'initialisation du projet de créer du Azure Cosmos DB pour l'API document DB. Aujourd'hui, c'est pas possible de changer cette API une fois que l'initialisation est faite. Et on a d'autres API qui viendront plus tard. On peut imaginer tout un tas d'API extrêmement intéressantes qui pourraient nous faire plaisir. On en parlera en conclusion quand on verra la limitation de celle qu'on a utilisée. Yes. Rien d'autre? Ok. Eh ben, je pense qu'on est pas mal.
Alors, bon, ce tableau, j'y tenais parce que c'est un peu ce qui a provoqué le désir chez moi de faire cette session. Ça vient du site de Microsoft. Vous voyez, dans l'introduction de Cosmos DB, Microsoft, dans toute sa grandeur, nous présente une comparaison d'Azure Cosmos DB par rapport aux bases de données relationnelles. Donc là, on est en train de dire Azure Cosmos DB par rapport à SQL DB, qu'est-ce que c'est? Aux bases de données non relationnelles. Donc là, on est en train de dire Azure Cosmos DB par rapport à MongoDB, qu'est-ce que c'est? Et dans ce tableau-là, en gros, on nous dit Azure Cosmos DB, c'est quand même le mieux des deux. Du coup, ça fait tout, c'est génial. Alors moi, quand je regarde ce tableau, si j'étais décideur ou même IT, je suis très tenté de dire mais j'arrête tout de suite de faire du SQL base de données, vous êtes malade. Là, si jamais je veux mettre des données partout dans le monde, Cosmos DB, ça va me permettre de le faire directement. Alors qu'à première vue, les bases de données relationnelles ne peuvent pas le faire. Alors ça, j'ai pas très bien compris, alors que SQLDB est quand même capable d'être géorépliqué un peu partout dans le monde, mais bon, soit, c'est Microsoft qui le dit. On va avoir de la haute dispo, ce qui n'existe pas dans les bases de données relationnelles. Ça, c'est pareil, c'est nouveau. Pas de haute dispo dans les bases de données relationnelles. OK, ça marche. Mais on nous dit que c'est toujours activé, que c'est génial. Et on nous dit quoi? On nous dit que on va être capable, dans une base de données relationnelle, de faire du relationnel et du SQL. Et dans le multimodèle, dans les bases de données non relationnelles, on va être capable de faire plusieurs types d'accès à ces données. Et on nous dit, Cosmos DB, vous inquiétez pas, vous pouvez faire du multimodèle, donc du document, du graphe, etc. Mais aussi du SQL. Du coup, on nous dit qu'il y a le même type de SQL entre les bases de données relationnelles et Cosmos DB, et d'autres choses à venir. Donc ça m'a quand même interpellé, parce que si ce qui était dit à droite est vrai, ce qu'on veut essayer de montrer dans les exemples qu'on va montrer par la suite, arrêtons tout de suite de faire de la base de données SQL. Il n'y a aucun intérêt à la vue de ce tableau de continuer comme on est parti. Mais on va voir tout de suite si ça se tient pour l'instant ou pas. Si ça se confirme. Donc pour ce faire, on est parti sur une petite démo avec SQL Database d'un côté et Cosmos DB, Document DB API de l'autre, et avec, comme je vous l'avais dit, un test OLTP, OLAP, et pas sécurité parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. J'ai pas corrigé la slide. Non, bravo. Alors là, ouais, donc magnifique couleur, mais voilà, là c'était pour présenter un petit peu l'architecture du test. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait sortir un petit peu des tests très basiques et très marketing entre guillemets qu'on pourrait faire, et éviter d'envoyer forcément des datas, de pousser de la data dans SQL Azure et Cosmos DB avec des très faibles, avec des très petites données finalement, parce que ce qui est fait en général, ce qui a été majoritairement fait, c'était de pousser des très petits documents, d'en pousser énormément, mais de très petits documents dans Cosmos DB, ou de petits enregistrements dans SQL Azure, et puis de voir un petit peu la latence, etc. Les tests qui sont fournis par Microsoft, par exemple, je crois que c'est des choses assez petites, d'à peine, ouais, je crois 10 kilos par document qu'ils envoient, quelque chose comme ça, même un peu moins, je crois. Voilà. Et ils bombardent avec ce genre de documents. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir plus une approche en fonctionnement réel, comment on pourrait avoir des métriques en fonctionnement réel. Donc avec une multiplicité d'utilisateurs différents, potentiellement géographiquement à des endroits différents aussi, et voilà, et qui exécutent des requêtes en parallèle avec d'un nombre de requêtes, on va dire, logique et possible en parallèle. Donc pour ça, on a utilisé VS Test, donc Visual Studio Online, la suite de Test Manager. On a donc utilisé plusieurs instances concurrentes de personnes qui vont aller appeler des Azure Functions. Donc les Azure Functions, on en a fait 3, en fait on en a fait 4, j'aurais pu aussi mettre à jour la slide, ça aurait été encore mieux, mais voilà, donc on a nos Azure Functions qui sont au milieu. Ces Azure Functions là, il y en a une qui permet d'initialiser nos bases de données ou de la réinitialiser, toute simple, c'était plus pour nous simplifier la vie. On en a une qui va faire du Populate DB, donc qui va envoyer des données à la fois dans SQL, enfin soit dans SQL Azure, soit dans Cosmos DB, et on lui passe en paramètre un nombre de documents à envoyer. Et on en a une autre qui va nous faire la query, donc qui va nous faire une query avec pas mal quelques joins, de l'agrégation, etc. Et on en a une quatrième qu'on ne voit pas sur ce slide, qui fait un extract, on va dire, qui va faire donc qui va nous projeter nos datas
manière assez plate, voilà, pour faire un vrai extract de notre base de données. Voilà, ça c'est pour simuler le workload OLAP, donc on va faire une extraction de données comme aurait pu nous le demander l'utilisateur. Oui, s'il te plaît, tu peux me sortir un fichier avec l'intégralité des données de la base. Et l'autre qui est une requête avec un certain nombre de colonnes et un groupe by et c'était une somme qu'on avait fait? Ouais, un count, ouais, c'est ça. Un count, donc en premier, c'est ça, on a un ensemble de requêtes qui vont être envoyées vers des Azure Functions. Les Azure Functions vont pousser soit dans SQL Azure, soit dans Cosmos DB. Et en 3, chacune des Azure Functions va nous fournir un rapport d'exécution sur le nombre d'items qui a été inséré ou requêté, le temps que ça a pris. Donc vraiment là, on est sur le temps, pas de la requête complète, mais vraiment le temps que ça a mis l'interrogation pure SGBD, donc pure SQL, vraiment le temps de l'insert. Voilà ce qu'on peut en dire. Et en la résultante de tout ça, Charlie, si tu peux en dire deux mots, puisque c'est toi qui as exploité ces résultats. Et ben, vu que Olivier générait des fichiers JSON sur Azure SQL, sur Blob Storage dans SQL, Blob Storage dans Azure, finalement, j'ai utilisé Power BI pour aller récupérer ces données et faire des agrégations, des moyennes de temps d'exécution. Voilà, comme ça nous a permis, en plus d'utiliser un autre produit Microsoft pour faire notre compte-rendu d'analyse de temps directement à partir des fichiers générés par cette architecture-là. Donc, si vous avez bien compris, je résume en langage de pas développeur, hein, vu que tu parles un peu bizarre, toi. Désolé. Du coup, on a un certain nombre d'agents qui vont appeler une URL. Ces URL, derrière, ça va générer des documents, soit dans DocumentDB, soit des lignes dans SQL Azure. Sachant que pour SQL Azure, si je ne m'abuse, du coup, ce qui va générer les lignes, c'est Entity Framework. Exactement. Et côté DocumentDB, du coup, c'est... Là, c'est le client DocumentDB. Le client, voilà. En fait, il va y avoir des requêtes HTTP derrière qui sont faites vers Cosmos DB, tout simplement. Ok. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est vous présenter un petit peu la tête que ça aura, ou pas tout de suite. Si, on fait une petite intermède un peu plus technique. On fait ça? Allez. Tu te laisses prendre la main? Ça marche. Donc, alors, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tu vois quelque chose? Je peux vérifier pour toi si tu veux. Oui, c'est parfait. Alors, hop, je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc, alors, pour ceux qui ne sont pas développeurs, évidemment, ça fait du code, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est l'architecture un petit peu du test mise en lumière, à la fois dans le portail et dans le code. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, on a dans Azure notre petit ressource groupe spécialement pour l'événement. On a nos différentes ressources dedans. Alors on a créé notre Cosmos DB, on a créé notre SQL database, SQL Azure avec le serveur qui est attaché. On a nos petites fonctions rattachées à un app service et à un service plan. Et on a un compte de stockage dans lequel on va finalement, vers lequel on va pousser les résultats de nos analyses. Voilà, tout simplement. Donc comment ça se passe côté code? Alors un petit mot rapide pour ceux qui ne connaissent pas Azure Functions. Azure Functions, c'est ce qu'on appelle un composant serverless. L'architecture serverless, ça veut dire qu'on n'a pas totalement la main sur le serveur qui exécute ce qu'on lui a demandé derrière, mais c'est un conteneur d'application qui va être instancié au moment où on en a besoin et qui sera détruit une fois qu'on n'en a plus besoin. L'intérêt d'utiliser Azure Functions, c'est le côté, la parallélisation qu'on peut faire. On peut avoir énormément de requêtes concurrentes qui vont instancier finalement une instance de l'application à chaque fois. Et voilà, on a une isolation finalement des contextes qui est assez intéressante pour le type de test qu'on a voulu faire. Donc les quatre fonctions dont je vous parlais tout à l'heure sont là. Donc on a la populate, l'initialisation de la base, des bases, une de query et une d'extract. Donc comment ça se passe côté code? Là pour le coup, j'ai utilisé quelque chose qui venait de sortir de manière un peu plus officielle et qui sont les tools pour Visual Studio 2017, les tools for Azure Functions. Ce qui a permis de faire pas mal d'avancées et de simplifier pas mal le développement de nos fonctions
nos fonctions. Voilà, donc ça se passe, c'est très simple, on est beaucoup plus en mode clic-clic qu'avant, on va dire, dans Visual Studio, tout du moins. Mais voilà, on a un nouveau mode de projet, donc je peux vous montrer rapidement ce qui se passe quand on cherche à ajouter une fonction. Voilà, on a direct des Azure Functions, on a direct le type de projet Azure Functions avec un ensemble de modèles qui existent déjà, donc des fonctions qui réagissent sur l'arrivée d'un blob, d'un event ou sur un cron, etc. Donc on a déjà pas mal de choses. Choses qu'on retrouve aussi dans le portail, hein, évidemment, mais là on est vraiment côté dev et c'est assez intéressant. Il y a eu un gros boulot de fait sur ce tooling. Voilà, donc si on passe en détail, alors je ne vais pas toutes les détailler, mais juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la version PopulateDB, donc celle qui va envoyer de la data. Donc là, on précise finalement ce sur quoi va réagir notre fonction. Donc elle va réagir sur un get, sur une route donnée qui prend en paramètre le type de base sur lequel on veut le faire, SQLDB ou DocumentDB, avec un nombre d'items qu'on veut pousser dedans, et on va donner un titre à notre test. Voilà, donc après la fonction est la suivante. Alors on a utilisé aussi, on a essayé de générer de la data très aléatoire, donc on a utilisé quelque chose qui s'appelle les fixtures, voilà, pour réaliser tout ça. Et l'intérêt c'était de pouvoir générer vraiment des datas très aléatoires et complètement différentes à chaque fois, donc histoire qu'il n'y ait pas d'index ou de choses qui puissent être facilement recoupables lors des queries, et puis d'avoir un certain volume de données assez intéressant. Voilà, donc on a utilisé ça pour générer la data. Ensuite, juste la seule différence qu'il y a entre je pousse la donnée dans SQL Azure et je pousse la donnée dans DocumentDB, c'est finalement le provider qu'on va utiliser. Dans un sens, donc j'en ai créé un qui s'appelle DocumentDB Provider, voilà, qui lui, donc si on va voir le détail, il repose sur Document Client, qui est donc ce que je vous disais tout à l'heure, le client DocumentDB.net, pour pousser dans tout ça, pour pousser dans DocumentDB. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire là-dessus. Et pour notre partie SQL, on a utilisé, pour SQL Azure, on a utilisé un SQL Provider qui, lui, étant un DB Context, tout simple, d'Entity Framework, et qui va nous permettre de pousser la data. Voilà, toutes les fonctions sont donc asynchrones, et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est sur le timing qu'on a, enfin le timer qu'on a mis en place. Donc on a initialisé un stopwatch dès le démarrage, qui en fait démarre uniquement lors de la transaction donc soit du create item async, donc de l'envoi du document dans DocumentDB, et qui se stoppe juste après, soit évidemment dans le save changes du contexte de Entity Framework, donc le moment où il va persister la donnée dans SQL Azure. C'est peut-être un peu trop technique, je suis désolé, je vois Charlie qui rigole. J'ai rien compris. J'imagine, je comprends jamais rien, mais en tout cas, l'idée est là, c'était juste pour vous montrer que ce qu'on a cherché à mesurer, c'était uniquement le temps d'exécution de l'envoi de ces datas dans SQL Azure ou dans DocumentDB, et c'était pas le temps de la requête complète. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Du coup, si tu veux juste faire un rappel, en termes de complexité, toi qui as développé, du coup, c'est... Ouais, alors en termes de complexité sur l'envoi d'une donnée, donc sur aller populer une DB, je sais pas si ça se dit, aller remplir une DB avec des éléments, avec des documents, c'est assez simple finalement. La méthode est très simple. Je ne sais pas si c'est utile que je rentre dans le détail, mais en gros, on a direct une méthode sur le client qui s'appelle Create Document Async et qui prend un objet qui va se sérialiser finalement tout seul et être envoyé directement dans notre collection. Sans avoir besoin de définir une structure côté serveur. Exactement. Là, le provider tel qu'il est conçu est un provider générique et il permet d'envoyer n'importe quel type de document sérialisable évidemment dans DocumentDB. Voilà, donc ça c'est assez simple. Pareil, la simplicité, pour envoyer dans SQL Azure, ça, il faut juste avoir un tout petit peu de connaissance de comment fonctionnent les DB contexte, mais c'est très simple aussi. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas une énorme différence. Là, ce qui est intéressant, c'est que les deux bases ont été provisionnées par le code, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle du code first, et donc les deux bases. La base SQL Azure notamment a été faite en code first, ce qui fait que j'ai juste décrit mon modèle de données, mes entités. Donc voilà, la structure c'est une famille avec des enfants, une famille qui a une adresse, avec voilà, des parents, etc. et des animaux. Voilà, on a fait quelque chose de très simple qui est d'ailleurs dans les trucs de base, dans les templates de base de Microsoft. Bref.
Donc ce qui se passe, c'est que là, moi, à quel moment j'ai créé ma base moi-même, c'est directement lors de l'initialisation de notre contexte qu'elle va être provisée, enfin qu'elle va être créée, que le modèle va être créé. Donc ce qui fait qu'on repose sur un modèle identique entre les deux et qu'il va automatiquement être provisionné dans SQL Azure. Et bon, dans DocumentDB, en l'occurrence, il n'y a pas de schéma à créer, donc c'est plus simple. Mais voilà. Donc d'un point de vue développeur, il n'y a pas de complexité spécifique. Il n'y a pas vraiment de plus de complexité, en tout cas pour l'envoi de documents et la provisioning d'une base. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas de gros challenge. Par contre, là où ça devient un petit peu plus touchy, ça va être au niveau des queries. Donc les queries, j'en parle tout de suite, hein, tant qu'on y est. Oh bah attends, ouais, si, bon vas-y, allez. Tant qu'on y est, parlons-en tout de suite. Mais en gros, ce qu'on a essayé de montrer, c'était de faire une agrégation de nos data, essayer de faire un count finalement du nombre d'animaux par ville, etc. Enfin, une requête assez en SQL qui donnerait ça, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc quelque chose de tout simple, mais qui permet de récupérer, de faire un count sur ce nombre d'animaux-là, et qui, avec plusieurs inner join, nous permet d'avoir et un group by à la fin, nous permet d'avoir quelque chose d'agrégé. Donc ça, c'est très facile, entre guillemets, à faire en SQL. Par contre, là où ça se corse un peu, c'est à le faire dans DocumentDB. En fait, donc j'ai laissé mes commentaires volontairement avec les petits tests que j'ai faits, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas supportées encore dans DocumentDB, notamment les group by et les... Quoi Voilà, les group by ne sont pas supportés. Mais c'est marrant ça, et du coup comment t'as fait ta requête, parce que si tu sais pas faire un group by... Alors c'est en effet assez gênant, là où le group by se serait exécuté purement sur le moteur SQL de SQL Azure, nous on va l'exécuter d'une manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on va passer par une requête intermédiaire qui va nous remonter déjà les données qu'on veut, donc c'est un select many, donc lui il va faire cette projection là des inner join si on veut, il va nous faire cette projection là. Et ensuite, c'est après que cette requête soit exécutée, donc on récupère les informations en mémoire, c'est juste après qu'on va projeter ces résultats et qu'on va les agréger. Donc tu veux dire que si tu veux dire que là tu sors, donc si je vois bien le gender, les pets et les adresses, les villes, yes. Et que tu projettes ça, tu sors l'intégralité des lignes, donc potentiellement les milliards de lignes sous forme de dataset. Et ensuite, tu lances une méthode aggregate côté client pour faire ton count. Exactement. Donc ça, c'est un petit peu chaud. C'est de la daube. Écoute, c'est un jugement un peu rapide, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est. Bon, après, on verra dans les résultats de performance si en effet ça. Ouais, on verra si ça craint tant que ça. Voilà. Mais bref. Les différences sont là. Voilà. Là où c'est un tout petit peu plus chaud, c'est sur le requêtage. Bon, tu nous ferais une petite démo d'exécution éventuellement d'une création pour voir. Eh bien, on peut faire ça tout de suite. Donc là, je vais vous le faire direct depuis le portail. Ce sera encore plus simple en théorie, hein, parce que des fois, ça ne marche pas comme on voudrait. Donc je vais l'appeler, tiens, 24. Hop, là, il y a le petit test qu'on est en train de faire. Et j'envoie quoi? J'envoie une centaine d'items, histoire de, dans DocumentDB. Ou tu préfères SQL Azure? DocumentDB, je pense. Allez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai déjà des requêtes qui tournent à côté, donc il ne faut pas s'étonner que les logs soient un peu saturés. Mais en gros, voilà, notre fonction vient d'être déclenchée et elle va nous envoyer nos items. Donc là, elle est terminée même, elle vient de se finir. Nos 100 familles ont été créées, et en fait, où est-ce qu'on va les retrouver? Dans notre Storage Explorer, on va les retrouver. On va retrouver le résultat de ce qu'on a envoyé, donc le populate. C'est les informations d'audit en fait, c'est les traces d'audit qu'on a mis dans tes fonctions pour être capable de suivre les temps de traitement. Tout à fait. C'est là où en fait c'est là-dessus qu'on s'est basé finalement pour récupérer l'intégralité de ce qui a été fait. Alors je crois que là j'ai toujours le petit souci. J'ai toujours un petit souci pour récupérer le dernier. Ok, bah, je pense que je vais toujours avoir le souci. Un petit bug de notre ami. Voilà, le voilà. Quoique le voilà, non, je ne pense pas que le voilà. C'est pas lui. Bref, il y a un petit souci à chaque fois sur Storage Explorer qui nous affiche pas spécialement le bon truc. Bon, en substance, je vais juste vous montrer ce qui est affiché dedans, parce que finalement, le reste, c'est pas bien important. Mais si je prends lui, par exemple, voilà sous quelle forme on a restitué la data.
Voilà, donc le nombre d'items qui ont été envoyés, 3000, c'était sur la query qu'on avait fait juste avant. Le temps que ça a mis pour s'exécuter, voilà, en millisecondes, etc. Sur quel repository, donc DocumentDB, avec quelle consistance. Et voilà, on a donné un titre à nos tests pour que ce soit plus simple. Et après, Donc, je on vous peut laisserai récupérer ça dans Power BI. Voilà, je laisserai Charlie montrer après comment on les récupère, mais voilà en substance comment on a fait nos tests. Voilà. Je reprends la main? Allez. Allez. Tac. Du coup, avant de... est-ce qu'on voit quelque chose là? Yes. Avant de repartir sur directement les résultats des tests, juste, on aurait pu, pour voir les... Si je reviens ici, on peut très bien requêter directement pour voir le résultat de ce que tu as inséré. On peut très bien requêter en SQL sur DocumentDB aussi nos enregistrements. Donc là, j'ai fait un select étoile from C qui est ma collection. Et on voit que tu as un certain nombre d'éléments et on voit en effet que c'est du fixture, donc c'est de l'auto-généré. Donc rien des données volontairement qui n'ont rien de fonctionnel. L'idée étant d'éviter que pour SQLDB par exemple, on ait de l'optimisation qui soit due à la réentrance des informations. Comme ça, on est sûr qu'on a des données qui sont relativement dispersées, ce qui correspond un peu au pire cas qu'on puisse attendre côté moteur. C'est juste pour montrer cette petite partie. Tu fais bien. Alors, si je reprends les slides, il faut savoir que nos jeux de test, on les a joués sur différents sizing de base. Alors, côté SQLDB, le sizing, on appelle ça des DTU et des pricing level, en fait, des niveaux basiques, standard, premium. Et dedans, on a un certain nombre de database transactions unit qui sont à disposition, de la moins chère qui est 5 $ pour 5 DTU et de la plus chère qui est 4000 DTU sur 16 000 $ par mois. C'est des coûts mensuels, hein, tout ça. Et côté DocumentDB, on joue plus pas sur des DTU, mais sur des RU par seconde. Donc c'est des requests uniques par seconde. Tu veux expliquer? Oui, si on veut. Les request units, donc je crois que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais en fait c'est une request unit, c'est défini par un document assez unitaire, on va dire, une requête assez unitaire qui est faite d'une certaine taille. Alors je sais plus la taille qu'elle fait, mais justement, attends, ouais, il y a un calculateur et un truc, mais si je pouvais ouvrir le lien, mais là j'ai mon expertise PowerPoint qui part en cacahuète. Tac, document planner, document DB. C'était quoi le nom du lien, tu sais toi? Document /capacity planner. Voilà. Ouais. Tac. Donc on a quelque chose de très bien, là pour le coup ça aide beaucoup. On peut poster directement notre sample JSON du type de document qu'on va vouloir insérer et avoir, en fonction du nombre de creates par seconde, de lecture, d'update et delete, avoir une estimation du nombre de RU par seconde nécessaire pour faire tourner ça en conformité avec le SLA qui est proposé par Microsoft. Donc c'est-à-dire que si ça vous sort un nombre de RU par seconde et que vous êtes en dessous, vous ne pourrez pas de toute façon dire « Ah bah non, mais tu ne respectes pas le SLA, ça répond plus lentement. » Ah non, parce que tu essayes de faire plus de choses que ce que ton nombre de RU par seconde te permet de faire. Donc ce Capacity Planner qui est un peu l'outil indispensable pour être capable vraiment de savoir qu'est-ce qu'on va devoir configurer comme quantité de request unique par seconde. Il faut savoir qu'il y a une autre chose aussi qu'on peut configurer, c'est le nombre de requests uniques par minute, qui serait un peu une sorte de réserve qu'on va pouvoir lancer en cas de contention ponctuelle. On va utiliser ce RU par minute pour aller un peu plus loin sur nos RU par seconde sur un court laps de temps. Il faut savoir que ça existe aussi. Donc dans les tests qu'on a fait basés sur l'affichage moyen d'une page, lancé du coup, si vous vous souvenez du truc du début, lancé par VSTO, par les load tests de VSTO. Donc pour un utilisateur, une transaction, sur du basique dans Azure SQLDB, on a 1,62 secondes pour SQLDB et 0,329 secondes en cohérence force pour DocumentDB. Donc les performances, là on le voit très vite, pour un utilisateur, une transaction, sont bien meilleures sur DocumentDB en écriture. Mais le plus bas du prix de chaque côté, c'est 4,21 € pour SQLDB et 20,50 € pour DocumentDB. Donc encore heureux qu'on ait des meilleures performances parce que à 4 fois plus cher, 5 fois plus cher, c'est quand même pas mal.
Donc ça, c'est pour ce premier test. Après, on voit que si on met sans utilisateur, bah, en fait, on atteint tout de suite la limite de ce que notre pricing, de ce qu'on paye, peut nous permettre de le faire. Donc elle est même largement dépassée. Donc on se retrouve à 41 secondes pour SQLDB et 92 secondes pour DocumentDB, mais de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose, comme vous voyez, entre les différents niveaux de cohérence. C'est juste que là, on a dépassé ce qui nous était alloué, donc les résultats vont être assez aléatoires finalement à partir de là. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est que sur les parties un peu plus chères, si on se met sur les standards, donc 100 DTU contre 5000 unit request, non. Request unit. Request unit, ouais. C'est écrit UR, unit request, si. On se retrouve donc sur une utilisateur, une transaction à 1,55 versus, et là c'est bizarre d'ailleurs, 2,51. Ils sont bizarres ces résultats. C'est toi qui les as trouvés. Hein. Oui, mais le problème c'est que là on est vraiment dans le contexte où on a lancé les tests depuis une page web qui s'affiche et qui va requêter la base. Et du coup, on était assez loin de l'exécution de la requête. C'est pour ça qu'on a un second test qui est bien plus cohérent, qui est le combien de temps ont mis à s'exécuter, à s'écrire les lignes concrètement dans les fichiers JSON que tu as générés. Disons que le test précédent est assez intéressant dans la mesure où il permet de simuler une vraie navigation, par exemple, d'un utilisateur sur un site, quoi. Parce que c'est le temps global de chargement de la page et autres. Voilà, donc c'est la requête complète HTTP qui a été faite. Oui, et d'ailleurs, on avait donc 3 mécanismes de test. Il y avait les standards et Premium RS, qui est un nouveau mode dans SQLDB, qui lui a un niveau de garantie de cohérence des données un peu inférieur et qui est en preview actuellement, et qui du coup, en effet, a des temps de réponse qui sont un peu meilleurs quand on regarde plutôt ces traces-là, qu'on va voir tout de suite. Donc, si on regarde les données des fichiers JSON, donc vraiment des écritures, on se rend compte qu'on a quelque chose de peu surprenant. Sur un utilisateur, une transaction, 5 DTU, 400 UR par seconde, on voit bien que SQLDB est largement plus long à écrire les données concrètement dans le moteur. Et par rapport à Premium RS, on voit que l'écart est largement diminué. On se retrouve avec 0,132 millisecondes, enfin 0,132 secondes pour SQLDB, et 0,047 pour de la cohérence éventuelle sur DocumentDB. Donc on voit que l'écart a été largement réduit.
faut bien se dire, c'est que en gros, c'est pas vraiment fait pour en fait. DocumentDB n'est pas super à l'aise dans ce genre d'opération. Ce qui se fait bien, c'est de travailler déjà en mode paginé. Donc on va projeter finalement un certain nombre de données, mais sur une fenêtre qu'on aura définie, quoi. Donc quelque chose de déjà plus limité. L'idée, c'est pas d'aller faire vraiment des requêtes sur l'intégralité de nos documents. C'est pas terrible de faire ça, quoi. Après, ça c'est l'état d'aujourd'hui. On peut imaginer que demain, il y ait ce qu'il faut qui soit implémenté. Surtout s'il devait développer la syntaxe SQL pour supporter le groupe by, il serait un peu forcé de nous donner la main dessus. Faut savoir que du coup, on a quand même demandé à Microsoft si notre syntaxe était correcte, si on n'avait pas raté quelque chose. Le groupe by côté serveur, s'il vous plaît, on a raté, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la réponse, ça a été de plutôt utiliser Spark dans la mesure du possible, qu'on peut mettre au-dessus de DocumentDB pour aller chercher les données et pour pouvoir les afficher plus rapidement. Mais du coup, on sort complètement de notre contexte SQLDB versus DocumentDB qui s'est arrêté à ce niveau-là. Allez, 4 minutes pour conclure. 4 minutes pour conclure. Oh, il faut moins que ça normalement, toi, pour conclure. Bah, il paraît. Alors, à l'heure actuelle, les deux systèmes sont assez différents. On le voit, il y en a un qui a un usage qui finalement ne s'apprête pas du tout pour l'autre. DocumentDB, faire de l'agrégation, faire de l'analytique, c'est pas du tout son fort aujourd'hui en tout seul. Donc ce qu'on peut dire, c'est que SQLDB supporte l'NC SQL là où DocumentDB ne le supporte pas. Il supporte une version très basique du SQL. Ce que je trouve d'ailleurs un peu tendancieux, parce qu'on nous met dans notre tableau, vous vous souvenez au début, SQL support dans les bases de données relationnelles, SQL support plus dans DocumentDB. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire ça. Le SQL aujourd'hui, c'est select from, et voilà, et where éventuellement. Et join. Mais en plus d'une façon qui n'est pas du SQL supporté par les outils legacy qu'on pourrait avoir dessus. On a la possibilité d'avoir un point-in-time recovery, mais on a déjà assez avancé là-dessus. Mais en gros, on a un Azure SQLDB qui est extrêmement bien optimisé pour la partie agrégation de données et qui est finalement pas mal aussi non plus en écriture, même si c'est moins bon, mais qui nécessite le problème des bases de données relationnelles, qui nécessite de définir la structure avant de faire du code. Et ça, c'est un peu embêtant. Et DocumentDB, très bonne performance en écriture update delete, mais par contre aujourd'hui presque impossible de faire de l'agrégation ou de faire de l'extraction de data à partir de ça. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est de voir aussi l'aspect proximité des données avec les clients qui vont les consommer. Quand on fait de l'application mondiale, c'est super important. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, je pense, dans Azure SQL. Bon, en théorie. Apparemment, pour Charlie, c'est très simple. Voilà, mais c'est vraiment l'idée. Ouais. C'est vraiment l'idée. Donc, c'est assez limitant l'histoire du support assez faible d'SQL pour le moment, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de temporaire et que ça va s'améliorer. En effet, voilà, la conclusion que je donnerais, c'est est-ce que, de mon point de vue, DocumentDB va remplacer SQLDB un jour? S'il y a le support complet des instructions SQL, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas le support complet des instructions SQL parce que c'est incompatible avec la façon dont on insère, on gère les données côté moteur? C'est pas impossible. Donc l'avenir nous le dira. Yes, en tout cas, je vous encourage très fortement à aller vers Cosmos DB de toute façon et à tester les autres API qui sont disponibles dessus, notamment Gremlin qui est super intéressante. Et voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, ouais. Alors, Isabelle, tu veux intervenir, ouais. Oui, simplement, oui, c'est parce qu'il est l'heure et que je suis là pour être la casse-pied au niveau horaire. Voilà, j'adore ça. T'aurais dû faire modo, tiens, Charlie. Merci. Donc, je vois qu'au niveau questions, comme vous étiez à deux, vous en avez déjà pris soin pendant la session. Je ne vois pas de nouvelles questions apparaître entre-temps. Je pense qu'on a tous apprécié, que c'était super intéressant. Voilà, donc je vais terminer cette session pour tout le monde. C'est le moment de se dire adieu, n'est-ce pas? Et je vais couper le séminaire. Voilà, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.